Bonjour Sigrid Girardin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gars. On va rappeler que vous êtes la numéro 2 de la liste du Parti communiste français pour les élections européennes, tout juste derrière Léon Desfontaines. Pourquoi vous avez accepté ce challenge ? Alors, je suis prof en lycée professionnel et j'étais dirigeante syndicale avec, j'avais 2 dossiers. La lutte contre l'acharnement d'Emmanuel Macron contre les lycées professionnels et le dossier à l'exécutif égalité salariale femmes-hommes. Et dès 2007, je me suis énormément battue contre le traité de Lisbonne qui déjà à l'époque avait inscrit dans le marbre un objectif terrible pour l'école qui était le fait d'assigner aux États membres de répondre aux intérêts économiques des pays. Et il y a des plutôt critères que pour les jeunes, notamment en l'émancipation. particulier sur le fait qu'il n'y avait pas une nécessité d'avoir de grands diplômes. Il C'est fallait ça. Surtout avoir des gens prêts à aller travailler. Voilà, c'est ça. C'était il y a une quinzaine d'années, donc, et ils ont assigné des objectifs chiffrés en main d'œuvre, et en disant 30 à 40% des jeunes doivent sortir avec une qualification minimum, et 30 à 40% doivent sortir avec diplômés du supérieur. Et ben, on est en plein dedans aujourd'hui. Réforme des lycées pro qui veut transformer en fait les jeunes de classe populaire d'élèves à main d'œuvre immédiatement exploitable. Choc des savoirs. Il y a une grosse manifestation samedi dernier un peu partout en France où on veut identifier les jeunes dès 11 ans pour les exclure prématurément des parcours scolaires. Voilà. En réalité, il y a des liens ténus entre ce qui est décidé à l'Europe et ce qui est appliqué ici Et oui, en et France. puis vous le disiez, vous êtes effectivement professeur d'économie et de gestion en lycée professionnel. Je présume que vous avez eu l'occasion avec vos élèves de parler de l'Europe, de l'avenir de l'Europe. On a un peu ce sentiment que les jeunes se désintéressent de la politique. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? C'est compliqué pour eux dans la mesure où ils vivent quand même des politiques qui sont extrêmement violentes pour eux. En termes d'avenir, déjà des parcours scolaires, un lycée qui a été démantelé, lycée général, technologique et professionnel, des énormes difficultés de poursuite d'études avec Parcoursup qui a été un alibi encore pour faire du tri social. Et en réalité, il y a une forme de défiance pour eux sur le politique avec l'idée que tout le monde est pareil. Et oui, effectivement, les jeunes se désintéressent, mais les jeunes sont politisés. Il y a quand même des sujets, le racisme. Moi, les jeunes pour qui j'enseigne sont majoritairement issus des quartiers populaires. Ils sont très sensibles à la question du racisme et de l'injustice sociale aussi. Mais pour l'instant, ils construisent leur parcours. Oui, parce que j'avais envie de vous dire que l'un des phénomènes quand même que l'on voit chez les jeunes, c'est qu'ils sont de plus en plus attirés vers les extrêmes, de l'extrême gauche LFI ou de l'extrême droite au Rassemblement national. Comment on explique que ces jeunes-là, politisés pour certains, comme vous le dites, ont tendance à plutôt s'approcher des extrêmes ? Moi, je dirais qu'ils se rapprochent plutôt du plus grand parti de ces élections européennes, qui est le parti des abstentionnistes. C'est ça ce qui est en train de se passer. Alors on voit effectivement quelques jeunes qui se rapprochent de LFI, mais avec ça c'est une stratégie avec la question. C'est plutôt des jeunes, voyez, de Sciences Po parce que on a vu des manifestations devant Sciences Po en effet. Voilà, c'est ça. Donc c'est déjà des jeunes qui ont un capital économique assez fort. Et puis il semblerait qu'il y a des jeunes qui sont en train de, effectivement, comme toute la population, malheureusement les jeunes ne sont pas épargnés par ce qui se passe dans la société. Et on a un Rassemblement national qui ment ouvertement en disant qu'il est du côté des salariés, du côté du milieu rural, et en réalité, on le voit dans les faits, il fait l'inverse, mais il utilise cette même stratégie avec la jeunesse. Oui, parce qu'on a envie de vous dire qu'aujourd'hui, dans tous les instituts de sondage, ils caracolent largement en tête. Il est à plus de 30%. Ils n'ont pas beaucoup bossé à Bruxelles ces dernières années. Pourquoi les Français, à nouveau, leur feraient confiance ? Alors, en réalité, moi, je suis très en colère ce que les médias en général, je vous accuse pas vous évidemment, appellent le duel. Par exemple, Bardella, Attal, le duel Macron-Le Pen. Pour moi, c'est pas un duel, c'est vraiment un duo. On a les dirigeants libéraux qui organisent la montée en fait du Rassemblement national parce qu'ils mènent des politiques qui créent des inégalités croissantes entre les populations, des injustices sociales profondes qui démantèlent complètement les services publics et ça crée de la défiance, ça crée de la rancœur. Mais les ouvriers étaient plutôt chez vous. Pourquoi aujourd'hui ils vont vers le Rassemblement national ?
Alors, les ouvriers étaient traditionnellement chez nous quand on avait des syndicats forts, quand nous quand la politique se menait de manière authentique et honnête. Aujourd'hui, on a un rassemblement national qui fait de la politique par le mensonge. Et évidemment, il finit par entraîner une partie de la population. Alors, avec la spécificité aussi que c'est l'Europe et qu'on a l'impression, on a aussi beaucoup cette idée que l'Europe c'est loin et que ça ne va pas avoir de conséquences sur notre vie au quotidien. Et que là, Or, c'est plutôt faux. un vote de défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron, selon vous? Alors oui, en plus il y a quelques partis qui appellent justement à ce que ce soit un vote sanction, mais Vous avez axé votre campagne, comme lors de la présidentielle, sur deux sujets principaux. Le premier, c'est le travail et Oui. le pouvoir d'achat. Comment l'Europe peut apporter au quotidien des solutions sur ces deux items? Alors ça, c'est extrêmement important. Les décisions qui sont prises à Bruxelles ont des impacts réels sur notre quotidien, ont des impacts réels sur notre pouvoir d'achat. Je vais prendre deux exemples sur le pouvoir d'achat. Tous les ménages aujourd'hui ont du mal à payer leurs factures d'électricité. L'électricité a été multipliée par 3, par 4, mais je parle des ménages. Je pense aussi aux artisans. J'étais à Toulon la semaine dernière. Il y a une boulangerie sur 7 qui a fermé dans la ville. Je pense aux collectivités territoriales. Les collèges n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité. On a une solution. Il faut sortir l'électricité du grand marché européen parce qu'on produit l'électricité la moins chère, mais comme elle est indexée sur le charbon, sur le gaz de nos voisins allemands, ça se répercute sur la population. Premier point, ça sera bénéfique à tout le monde. Deuxième point, c'est les services publics. Les services publics, c'est 5,7 millions d'agents sur l'ensemble du territoire. Il y a un salarié sur 4 qui est fonctionnaire aujourd'hui. Si on rentre en cure d'austérité, comme ça a été décidé le 18 décembre à Bruxelles et que c'est appliqué avec un zèle énorme en France, dans ce cas-là, c'est impossible d'augmenter les salaires et donc des agents de la fonction publique et donc d'enrayer ce gros problème actuel qui est le manque d'attractivité sur tous les métiers de la fonction publique. Je pense évidemment à l'école, mais les hôpitaux, il y a le même souci dans les hôpitaux. Les personnels fuient du fait des salaires et des conditions de travail déplorables et dans les collectivités territoriales, c'est pareil. Donc, il faut investir dans nos services publics. Ça sera la boussole de notre action politique une fois arrivé au Parlement. On vit des attaques conjuguées de cures d'austérité en France pilotées par Bruxelles. Il faut absolument qu'on organise une riposte coordonnée avec des luttes syndicales fortes ici contre les politiques d'austérité, mais aussi en envoyant à Bruxelles des députés résolument à gauche, des députés qui ont l'habitude de mener des luttes sociales. On sera les porte-voix des luttes sociales ici en France. Sur le mandat qui vient de passer à l'Europe, il y a quand même eu des décisions intéressantes pour le travail. Je pense à la réindustrialisation avec cette solidarité de la dette globale suite à la crise sanitaire du Covid, avec des investissements France 2030, etc., qui sont liés effectivement à des investissements européens. Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, il y a eu la pandémie a fait que les dirigeants européens ont décidé de faire voler en éclats le pacte d'austérité et sa règle stupide des 3% de déficit public. Ils sont en train de revenir. Hein. Ça y est, le 18 décembre, ils l'ont rétabli. Ils l'ont rétabli. On le sent déjà en France. C'est parce que on a fait voler en éclats cette règle. Ils ont fait voler en éclats cette règle budgétaire qui a pu avoir des investissements. Sauf que ces investissements n'ont pas été contrôlés. Il y a eu des milliards d'argent public qui ont été donnés à des entreprises, en particulier du CAC 40, parce qu'il y avait ça aussi, la règle des entreprises du CAC 40. Les entreprises du CAC 40. Vous parlez de quoi? Du quoi qu'il en coûte? Du quoi qu'il en coûte ont bénéficié donc des entreprises avec des trésoreries extrêmement solides ont bénéficié de milliards d'argent public sans condition. C'est-à-dire que on est le pays de Pasteur, on est en pénurie de médicaments. Sanofi, qui fabrique le Doliprane, a reçu de l'argent public et a pourtant licencié des milliers de personnels et continue là de licencier.
Donc, il y a quand même un vrai problème, c'est où va cet argent public. Il y a nécessité d'un contrôle démocratique fort de l'argent public et qu'on arrête de faire passer les projets de loi de finances par le 49.3. Il faut qu'on reprenne la main et sur la finance et sur les choix politiques. En un mot, effectivement, sur les sondages, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure pour ceux du Rassemblement national pour le Parti communiste français, la liste, pour l'instant, vous êtes crédité autour de 3%, parce que probablement que le candidat du Parti socialiste et de Place publique, la tête de liste Raphaël Glucksmann, aujourd'hui bénéficie probablement d'un vote utile. Si vous arriviez à atteindre ces 5% qui vous permettraient de rentrer 5 députés communistes à Bruxelles, est-ce que vous allez vous associer avec le groupe de Raphaël Glucksmann? Alors, obtenir 5%, c'est possible encore aujourd'hui. Et ça serait utile à la démocratie. Oui, on est dans la dernière ligne droite de la campagne. C'est au moment où se cristallise le vote. D'ailleurs, si je m'adresse à ceux qui nous écoutent, c'est très important qu'il y ait toutes les sensibilités de gauche à l'Europe, au Parlement européen. C'est une question de Même démocratie. Si vous pourriez vous associer avec le groupe de Raphaël Glucksmann. Nous, si on élus, nous irons dans le groupe The Left, où il y a des députés communistes chypriotes, portugais, où il y a Podemos en Espagne, où il y a Syriza en Grèce, par exemple. Par contre, ça ne signifie pas qu'on va s'opposer sur tout. Je pense qu'on n'a pas d'ennemis à gauche. Je pense que sur le pacte d'austérité dont j'ai parlé, on ne pourra pas s'associer au groupe social-démocrate de Raphaël Glucksmann, puisque son groupe a voté pour le rétablissement. Par contre, je pense aux questions droits des femmes qui me tiennent énormément à cœur. Je pense que là, on pourra être ensemble, avoir travaillé ensemble pour renforcer encore le droit des femmes à l'Europe et cimenter le droit des femmes par le haut pour toutes les européennes. Il y aura des possibilités à gauche de se retrouver. Allez, pour clôturer cette interview, 3 petites questions plus locales. La première, je suis obligé de vous parler de Patrick Malavieille parce qu'il est sur votre liste. On va rappeler que c'est l'ancien maire de la Grande Combe, vice-président au département du Gard et puis président de ce qu'on appelle l'EPCI Pont du Gard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Patrick Malavieille? Est-ce qu'il vous a fait visiter Nîmes et le Gard? Alors, moi, je suis extrêmement fier d'être sur cette liste. C'est une liste singulière. C'est une liste d'union, puisqu'il y a d'autres forces... Il y avait des élus de tous les territoires, hein. C'est pas le cas sur toutes les listes. Il y a d'autres forces de gauche avec nous, hein. Il y a l'engagement d'Arnaud Montebourg. Là, on est soutenu par les chevènementistes, par exemple. Mais il y a des communistes. Et je pense que tout le monde sait comment les communistes agissent politiquement quand ils sont élus. Quand on se promène dans une ville communiste, on voit le lien extrêmement ténu entre la population et le maire communiste, parce que la particularité des communistes, c'est d'être toujours, de faire des politiques dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt particulier de quelques entreprises qui n'en ont pas besoin en plus. Et puis, il y a un tiers de syndicalistes qui, comme moi, se sont battus ici, ont mené des luttes importantes sur les salaires, les conditions de travail, contre le démantèlement du fret. J'en profite parce qu'aujourd'hui, il y a une grande manifestation à Paris et il y a Héloïse Dallouin qui est sur notre liste aussi et qui est cheminote. Et donc, ce sont des compagnons de route des syndicalistes qui ont mené des luttes fortes ici et qui ne lâcheront rien non plus au Parlement européen. Parler des maires communistes, vous me voyez venir, puisqu'en 2026, il y a une municipale à Nîmes, et l'un de vos amis, c'est Vincent Bouget, secrétaire départemental du Parti communiste français, qui probablement sera la tête de liste de l'Union de la gauche ici à Nîmes. Si vous deviez lui donner un conseil, ce serait qu'il s'associe avec LFI ou qu'il ne s'associe pas avec LFI? Mais moi, j'ai pas de conseil à donner. Chaque territoire est différent et la force des communistes, c'est de bien connaître le territoire. Ils sont jamais parachutés, les communistes. Ils connaissent très bien son territoire, ils connaissent très bien ses alliés et il saura très bien faire pour justement que sa liste soit élue avec un maximum de voix. Vous allez revenir pendant la campagne municipale en 2026. Si mon camarade m'invite, ça sera avec grand plaisir. Et puis j'ai appris que vous étiez une ancienne joueuse de handball au niveau professionnel. Alors vous savez qu'ici à Nîmes, on a une terre de hand avec l'USM Nîmes-Gard qui est passé pas très loin d'une place européenne dimanche dernier. Comment vous regardez le hand aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je le regarde toujours avec un peu de nostalgie parce que ça me rappelle évidemment toute mon adolescence. C'est grâce à un instituteur, les professeurs des écoles s'appelaient les instituteurs, que j'ai fait du hand dans un quartier à Chartres où j'habitais et j'ai gardé cette passion jusqu'à l'âge de 24-25 ans. Et je crois que cette détermination que je peux avoir dans les luttes que je mène au niveau syndical et maintenant mon engagement politique
politique qui est tout récent. Je dois beaucoup évidemment au handball, mais aussi à l'importance du collectif. Et je suis quelqu'un qui a besoin de travailler en collectif toujours. Merci beaucoup Sigrid Girardin Merci à vous d'avoir été avec nous. On était ravis de vous accueillir ce matin. On va rappeler que vous êtes numéro 2 sur la liste du Parti communiste pour les élections européennes. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.